Donc, bonjour à toutes et à toutes, hein, bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Arnau Padrón, hein, qui est de notre université, hein, Sorbonne Université, mais à l'Institut de maths de Jussieu. Et donc, voilà, le titre est, j'allais dire au tableau, mais c'est pas tout à fait le cas, hein. Le titre est sur votre écran. Donc, c'est balayage, hein, si tu parles, tu vas le faire en français, hein, donc Oui, oui. balayage, polytope et matroïde orienté. Hein. Et tu vas nous parler d'un travail en commun avec Eva Philippe. Voilà, donc merci beaucoup Fabrice pour l'introduction et merci aux organisateurs pour m'avoir invité. Je dois avouer que quand j'ai reçu l'invitation, j'ai beaucoup hésité de quoi est-ce qu'il fallait que je parle. Les travaux que j'ai faits dernièrement sont plutôt loin de ce qu'on fait dans ces séminaires. Donc j'ai beaucoup hésité et finalement je me suis dit que j'allais parler de ceci. Ça, c'est un travail que j'ai fait avec Eva Philippe, qui est pour l'instant stagiaire. Elle va commencer sa thèse l'année prochaine si tout va bien. Et en fait, quand on a choisi un sujet de stage pour elle, on a choisi un sujet qui pourrait servir d'excuse pour apprendre des choses en géométrie combinatoire. Et du coup, je me suis dit, c'est exactement pour la même raison qu'il fallait que je parle de ça ici. Donc, en fait, je vais utiliser ce travail avec Eva comme excuse pour vous présenter un peu mon domaine de recherche et qu'est-ce que c'est, quel type de choses on peut faire, on peut dire en géométrie combinatoire. D'accord. Ceci dit, c'était une belle excuse pour qu'on apprenne des choses, mais quand même, je suis très content de ce qu'on a fait. Et si vous voulez en apprendre plus, on l'a mis sur Archive ce matin. Donc, je vais vous donner la référence. C'est c'est le 21 02 06 13 4. Voilà. Donc, je vais vous parler de balayage, de polytope et des matroïdes orientés. Ce qu'on a fait avec Eva, principalement, ou la partie plus importante, c'est introduire un nouvel objet, qui sont ce qu'on appelle le matroïde orienté de balayage, le sweep oriented matrix. Et on a un peu la sensation que c'était une pièce qui manquait. Il y avait plusieurs domaines qui avaient passé très proche de ces objets-là, qui les avaient étudiés en partie, mais qui n'avaient jamais fait le pas de le définir et de les étudier comme de vrais objets. Ce sont principalement ces trois domaines. Il y a un côté, il y a la théorie de séquences admissibles qui a été principalement développée par Gutmann et Pollack dans les années 80-90. Il y a d'autre côté ce qu'on appelle les arrangements d'hyperplans d'ordre valide qui ont été étudiés plus récemment par Edelman et Stanley. Et puis, il y a un cas particulier, une version combinatoire de ce qu'on appelle le problème de Bawez généralisé, qui a été en fait introduit par Bilera, Kapranov et Stonfels, et la version qui nous intéresse à nous, surtout par Björner. D'accord. Donc, en fait, dans mon exposé, vous allez très peu entendre parler de ceci. Donc, ce que je vais vous faire, c'est un peu ce tour-là. D'accord. Je vais vous parler de tout ce qui est autour, tout ce qu'on a dû apprendre pour ce projet-là. Et j'espère que, bon, comme ça, vous aurez un peu une introduction au domaine. Et si jamais vous voulez plus de détails, vous cherchez l'article sur Archive. D'accord. Donc, notre histoire démarre ici. C'est un article apparu dans le bulletin de la Société mathématique française en 1882 par Monsieur Raoul Perrin et qui s'appelle Sur le problème des aspects. Et il traite plein de choses, mais à un moment donné, il nous dit ceci, et il considère une droite mobile qui balaye tout le plan en restant constamment parallèle à elle-même. Donc, quelque chose qui fait un peu comme ça.
D'accord? Et il regarde les sommets qui étaient, il y avait une collection de sommets sur le plan. Il le numérote de 1 à n exactement dans l'ordre où cette droite mobile le rencontre en se déplaçant. Donc voici 4 points qui pourraient être le point de parent. Voici ma droite. Et ce qu'on va faire, c'est ça. On vient de l'infini, on s'approche et on touche d'abord le sommet rouge, puis le sommet bleu, puis le sommet vert, puis le sommet violet. Et ça me donne une permutation de mes points. D'accord? C'est ce qu'on appelle une permutation de balayage. Les permutations de balayage, c'est un objet très élémentaire. Ça apparaît de façon naturelle dans pas mal d'endroits. D'accord? Laissez-moi vous présenter une autre façon de le comprendre d'abord. C'est la dualité projective qui, à chaque théorème, nous en donne un autre. Donc, voici comment moi je vois la dualité projective. Ce que j'ai fait, c'est j'ai pris ma configuration de points et je l'ai mis dans un hyperplan à hauteur 1. D'accord? Donc, j'ai plongé tout dans. J'étais sur le plan et là, je suis dans R3. Et dans l'hyperplan de hauteur 1, j'ai mis ma configuration de points. Et puis, de l'origine jusqu'à mon point, je regarde ces vecteurs. Il est orthogonal à un hyperplan que j'intersecte avec le plan parallèle à hauteur -1. Et l'intersection, ça me fait une droite, ce qu'on appelle la droite duale de ce point-là. Et donc, cette configuration de points, elle est transformée en un rangement de droites ici, dans ce plan-là, que je vais dessiner ici. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce qui était l'hyperplan à l'infini est devenu un point, d'accord? Et quand j'ai fait mon balayage avec des droites, ce sont toutes deux droites parallèles. Donc, ce sont toutes une collection de droites qui passent tous par le même point qui est à l'infini. Donc, ce point qui est à l'infini, il est devenu une droite qui passe par 0. Et toutes ces droites-là, elles sont devenues chacune un point qui bouge sur cette droite-là. D'accord? Donc, l'ordre dans lequel on avait visité le point, notamment là, rouge, bleu, vert, violet, ça devient l'ordre dans lequel on visite le point quand on se balade sur cette droite-là. Donc, je départ de l'origine et je trouve d'abord la droite rouge, puis la droite bleue, et puis donc là, je fais à travers de l'infini, et de l'autre côté, j'arrive, je passe la droite verte et puis la droite violet. D'accord? Donc, c'est exactement le même dessin. Je vous le présente là maintenant parce que comme ça, après, j'ai la liberté de changer des deux façons de présenter. Il y a encore, donc, ça peut nous gêner peut-être de devoir démarrer ici et aller jusqu'à l'autre côté par l'infini. La solution est très simple. Si on choisit un autre hyperplan au lieu de celui-là, d'accord, on pourrait intersecter, disons, l'hyperplan violette avec un hyperplan orange qui est comme ça, ou on peut le changer. Ça, on est en train de faire des transformations projectives à cet arrangement de droite. Donc, notamment, on peut en choisir une où la droite de l'infini passe par ici. Et on obtient un dessin comme ça. Donc là, toute cette droite qui passait par l'origine, ça devient une droite verticale. Et en fait, toutes les droites qui passent par l'origine, elles vont devenir toutes les droites verticales. D'accord? Et on retrouve quand même les mêmes permutations. Là, vous voyez, je descends et j'ai rouge, bleu, vert, violet. D'accord? Donc ça, c'est tout le même problème, le même objet, comprendre ces types de permutations que je peux obtenir avec ces méthodes-là. D'accord? Donc, ça intéresse à qui? Bon, comme je disais tout à l'heure, ça arrive très souvent qu'on est amené à ordonner des points par rapport à les valeurs d'une forme linéaire. Je souligne quelques-uns. Par exemple, il y a des algorithmes, il y a toute une collection, un paradigme d'algorithmes en géométrie algorithmique, ce qu'on appelle les algorithmes de balayage,
où d'habitude on balaye avec une droite virtuelle qu'on comprend comme c'est l'ordre dans lequel on traite le point dans l'algorithme. Donc ça, je l'ai pris de Wikipédia, je vais essayer de vous montrer. Voilà, ça c'est une image de un algorithme en géométrie computationnelle, en géométrie algorithmique, où on utilise une droite de balayage pour traiter ces points dans l'ordre où ils apparaissent. D'accord. Je vais encore sur Wikipédia un autre exemple d'un algorithme. Ça, c'est un algorithme d'enveloppe convexe où, pareil, le point doivent être traités dans cet ordre dans lequel ils apparaissent dans le balayage par une droite. Donc, il y a toute une collection d'algorithmes qui sont basés sur cette idée il y a un balayage par une droite et on va traiter le point dans cet ordre-là. Un autre endroit où ça apparaît de façon très naturelle aussi, c'est en programmation linéaire. Là, on va optimiser une fonction linéaire sur un polyèdre. Et les algorithmes du simplex, ce qu'ils font, c'est qu'ils démarrent sur un sommet et puis ils suivent un chemin qu'on dit monotone jusqu'au sommet optimal par cette forme linéaire. Donc, en particulier, les sommets qui sont visités par ces algorithmes-là, ils sont triés dans cet ordre linéaire par une forme linéaire. Donc, c'est encore une raison pour laquelle on pourrait être intéressé à comprendre ces ordres-là. Plus proche de ce qui m'intéresse à moi, c'est plus théorique. On utilise souvent des ordres, des balayages comme outil théorique pour faire des preuves en géométrie combinatoire. Donc, il y a ces problèmes classiques, c'est un exercice classique je vous donne un ensemble de n droites sur le plan. Il n'y a pas deux droites parallèles, il n'y a pas trois droites qui s'intersectent sur le même point. Combien de régions y a-t-il? Et la réponse est, il y a n plus 1 plus 2 parmi n. Voici la preuve. On prend une droite et on balaye, d'accord? Donc, tout d'abord, tous les autres droites, elles s'intersectent ici, dans un point, d'accord? Donc, j'ai finalement, il ne faudrait pas la prendre parallèle à une des droites qui existe déjà. Je vais la bouger un peu. Voilà. Donc, je la prends pas il ne faut pas qu'elle soit parallèle à aucune des droites qui sont là. Donc, toutes les droites intersectent dans un point. Donc, finalement, j'ai n points d'intersection. Donc, au premier moment, cette droite, elle coupe n plus une région, qui sont celles-là. Et puis, je commence à la bouger. Et chaque fois que je passe par un point d'intersection, il y a quelque chose qui se passe, qui est que je rentre dans une région pour la première fois. Je vais la compter ces moments-là. Donc là, je rentre dans cette région-ci, donc je la compte. Là, je rentre dans cette région-ci, je la compte. Là, je rentre dans cette région-ci, je la compte, etc. D'accord? Donc, quand j'ai fini mon balayage, je suis rentré dans chaque région exactement une fois. Il y a les n plus 1 qui étaient déjà rentrés quand j'ai commencé le balayage, puis 2 parmi n. Donc, ça me dit que le nombre de régions exactement dans ce cas-là, n plus 1 plus 2 parmi n. D'accord? Il y a disons, le même argument, exactement le même argument, ça va nous servir en dimension générique. D'accord? Donc, si on fait la même chose en dimension 3, ce qui se passe, c'est que l'hyperplan à l'infini, il nous coupe les régions comme si c'était en dimension 2. Donc, si on fait ça en dimension 3, le premier hyperplan, il nous coupe en ce nombre de régions-ci. Et puis, chaque fois qu'il rencontre une intersection de 3 hyperplans, il va rentrer dans une nouvelle région. Donc, ça me fait plus 1 plus 3 et en dimension générale d parmi n. D'accord? Ici, il y a une autre chose il y a bien cette condition que j'ai mis tout au début, qui est qu'il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, 3 droites concurrentes. Alors là, s'il y a 3 droites concurrentes,
il y a quelque chose qui se passe. Là, j'ai fait disparaître cette région-ci. D'accord? Donc, s'il y a des situations plus dégénérées, il faut faire un peu plus d'attention et il faut notamment compter quel est le patron d'intersection entre les droites. D'accord? Si on ne connaît pas le patron d'intersection entre les droites, on peut dire pas grand-chose. D'accord? Pourtant, c'est quand même intéressant ce qui est en train de se passer parce que d'un point de vue combinatoire, tous ces arrangements peuvent être très différents. Alors là, ici, par exemple, il y a des régions qui sont de pentagone, comme celle-là, mais il n'y a pas d'hexagone. D'accord? Si je prends cette droite et je fais comme ça, là, j'ai un nouvel arrangement qui, combinatoirement, lui, il est différent puisqu'il a des régions qui sont des hexagones comme celle-là. D'accord? Donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est que en fait, ce n'est pas tout à fait la combinatoire de l'arrangement en tel que quelles sont les cellules, mais que le patron d'intersection qui va vraiment nous dire quelque chose par rapport au nombre de régions. Et l'autre chose à dire, c'est que ça, c'est bien le nombre de régions maximales qu'on peut attendre parce que c'est dans le cas où on est avec le nombre, le cas plus général. Voilà. D'accord, donc ce sont de possibles régions pour lesquelles on pourrait s'intéresser, possibles motivations pour s'intéresser à des ordres linéaires sur une configuration de points. D'accord. Alors, quand on parle de séquences admissibles, qui est le terme qui ont inventé Goodman et Pollack, la question qu'on se pose, c'est là, on va fixer notre configuration de points et on va regarder tout le possible ordre linéaire pour cette configuration-là. D'accord? Donc là, la droite qu'on avait regardée, je pense qui était celle-là, qui faisait rouge, vert, bleu, violet. D'accord? Donc, ça doit être une droite dont le vecteur normal était dans cette région-là. Et puis, il y a un moment où si je change continuellement le vecteur normal, il y a un moment où je deviens orthogonal à un de ces vecteurs, donc que ma droite va passer par les deux points en même temps. D'accord, c'est un point dégénéré ici. Et puis, quand je passe ce point-là, je reviens à une autre permutation. D'accord, là, à l'occurrence, qui fait vert, rouge, bleu, violet. D'accord, c'est celle-là. Et puis, quand j'arrive à cette direction ici, je change encore. Il y a un changement à la permutation. Et ce qui a intéressé à Perron, à Goodman et Pollack, c'est cet ensemble de toutes les permutations que je peux obtenir avec une configuration de points fixés en changeant la direction de la droite avec laquelle je fais le balayage. Et voici, c'est la motivation pour laquelle eux, Goodman et Pollack, sont posés cette question-là. Eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était une classification combinatoire. D'accord? Et ce qu'ils voulaient, c'est une façon raisonnable de faire, disons, une relation d'équivalence dans l'ensemble des configurations de points qui capturent information géométrique combinatoire de cette configuration. D'accord? Donc, ils cherchent quelque chose, par exemple, qui sait dire que cette configuration-là et cette configuration-là sont des configurations différentes, puisque là, par exemple, l'enveloppe convexe est un triangle, ici, ce n'est pas un triangle, d'accord? Donc, ces deux, ils veulent qu'ils soient différentes. Par contre, il y a pas mal de propriétés de cette configuration qui sont partagées par cette configuration-là. Et ces deux, on veut les considérer comme étant la même. Ça, c'est un problème en général qui est très important aussi pour les applications algorithmiques. D'accord? Quand, disons, c'est cher de travailler avec des coordonnées. Et si on veut faire des choses du genre, par exemple, on veut savoir combien de types de configurations de 4 points dans le plan existent-ils. On a besoin de qu'est-ce qu'on veut dire pour combien de types. On cherche quelque chose de raisonnable, quelque chose qu'on puisse générer de façon combinatoire et traiter de façon combinatoire. Et quand on trouve ces genres de choses, c'est très bien aussi parce que ça nous permet de faire des algorithmes qui dépassent
le cadre géométrique, d'accord? Donc, où il ne faut pas se poser de soucis de travailler avec des coordonnées, on travaille avec des objets purement combinatoires. Bon, très bien. Donc, ça, c'est l'objectif de Goodman et Pollack, c'est de trouver une façon de faire une classification combinatoire. Et ils se sont dit, on va dire que deux configurations de points, à l'occurrence, eux, ils le font dans le plan et ils disent, c'est aussi intéressant en dimension plus haute, mais tout ce qu'ils vont faire, c'est dans le plan. Ils disent deux configurations de points dans le plan sont équivalentes si ils ont la même suite de permutations ici. D'accord? Donc, par exemple, là, on peut, je vous ai donné cette configuration qu'il faudrait qu'elle soit bien différente de l'autre. Et ça, par exemple, on pourrait le voir dans le fait que ici, le point bleu, il ne va jamais être le premier dans une permutation. D'accord? Ça, c'est équivalent à ne pas être en sommet de l'enveloppe convexe. Donc, vous voyez, on a de permutations qui démarrent en violet, on aura des permutations qui démarrent en vert, des permutations qui démarrent en rouge, mais il n'y a aucune permutation qui va démarrer en bleu. Lorsque dans l'exemple précédent, on avait des permutations qui démarraient dans n'importe lequel des couleurs. On avait vert, rouge, bleu et violet. D'accord? Donc, ces deux ensembles de permutations sont bien différents, ce qui nous permet d'affirmer que ces deux configurations sont différentes. Ces objets, donc ça, on va l'appeler la séquence admissible. Il le voit comme une séquence parce qu'ils sont arrangés comme une suite circulaire. C'est la séquence admissible associée à la configuration de points. Et c'est quelque chose que déjà Perrin avait considéré. D'accord, c'est pas super clair ici comme c'est écrit parce que j'ai choisi un très petit extrait, mais on a cet aspect fondamental, ça c'est une des permutations, et puis on regarde comment ça bouge. D'accord. Ce qu'il dit qui est intéressant, c'est qu'il dit que pour passer d'un aspect au suivant, on ne peut permuter que deux nombres contigus. C'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué. Donc là, ce qui se passe, c'est que le moment où la permutation va changer, c'est que quand notre droite va être parallèle à une des arêtes de notre configuration. D'accord? Donc, juste avant de changer, ça c'est un endroit où la permutation passe de rouge-bleu. Ils sont très très proches, hein, donc ils sont l'un après l'autre. Puis, ils arrivent au même moment et puis ils changent d'ordre. D'accord? Donc, c'est ce qui Perron nous dit, d'accord, qu'il faut permuter deux nombres contigus. Et puis il dit, mais c'est la seule condition à remplir quand il est facile de s'en assurer car elle équivaut à cette condition géométrique. D'accord? Ce que Perron est en train de nous dire, c'est que si on prend une collection de permutations qui sont arrangées dans une suite circulaire où chaque paire consécutive diffère par la transposition de deux éléments consécutifs et que, bon, il ne le dit pas, mais il faut absolument que ça soit symétrique et à la fin on fait le tour. Il dit, bon, on va trouver une configuration de points qui correspond à cette suite de permutations. D'accord. Donc voici ce que Perron nous dit est faux. D'accord, je vous préviens déjà. D'accord, mais voici la définition qui ont formalisé plus tard Goodman et Pollack. Donc, on veut une suite de permutations. Si on regarde que le demi-tour, ça sera de l'identité, là, on fait la supposition qu'on avait déjà trié avec une des permutations de balayage. Donc, de l'identité à la permutation en reverse, hein, donc n jusqu'à 1, tel que quand on a deux permutations qui sont consécutives, elles diffèrent par la transposition de deux nombres qui sont consécutifs. Ça marche bien pour les configurations qui sont génériques, mais on voit bien que si on admet tout possible configuration, il y a un peu plus de choses qui peuvent arriver, notamment si on a trois points qui sont collinéaires, d'accord, alors
imaginons que j'ai une permutation qui les traite dans l'ordre 1, 2, 3. Puis, je passe sur la triplette. Et puis, dans la nouvelle direction, ça serait 3, 2, 1. D'accord? Donc, ce n'est pas forcément une paire qui va être renversée, mais ça sera une suite de nombres qui sont consécutifs dans notre permutation qui sera renversée complètement. L'autre chose qui peut arriver, c'est qu'en fait, il y a 1, 2, 3 comme ça, et puis il y a 4, 5 qui sont parallèles aussi. Donc, que la même direction qui nous fait changer de régime pour 1, 2, 3 nous fait changer de régime pour 4, 5. D'accord? Donc, bref, dans le cas le plus général, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a une permutation. D'accord? Imaginons que ça, c'est notre permutation. Et on va prendre des morceaux, un ou plusieurs, et puis on va les renverser. D'accord? Donc, le passage d'une à la suivante, c'est qu'on renverse un ou plusieurs morceaux. D'accord? Donc, ça, c'est la définition la plus générique. Et ce qu'on veut aussi, c'est que dans le demi-tour, une fois on a renversé 1 et 2, on ne va pas le renverser à nouveau dans un demi-tour. D'accord? Donc, c'est ce qui Goodman et Pollack définissent comme séquence admissible. Et dans ce premier article où ils ont commencé cette théorie, bon, c'est une théorie, ils ont travaillé à plusieurs reprises, il y a pas mal d'articles où ils ont essayé de développer la théorie. Dans le premier, une des choses qu'ils montrent, c'est que ce que Perron nous avait dit, c'est faux. D'accord? Il y a bien de séquences comme celle-là qui vérifient les propriétés qu'on s'est posées. Donc là, pour passer de la première à la deuxième, vous voyez, on renverse 2, 1, puis 3, 5. Là, c'est 4, 5, etc. Donc, on fait bien un demi-tour. Et pourtant, si on avait envie de réaliser ceci géométriquement, on se trouverait avec un pentagone où il y a ce type d'incidence. Donc, que cette droite-là et cette droite-là, elles s'intersectent de ce côté-ci, pentagone, cette droite-là et cette droite-là s'intersectent de ce côté-ci, et ça fait un argument circulaire qui amène à contradiction. D'accord? Donc ça, c'est une suite admissible qui vérifie la définition combinatoire, mais qui n'est pas réalisable géométriquement. D'accord? Donc, on peut se dire, alors ce qu'on va faire, c'est on va définir les suites admissibles comme ces objets combinatoires. Et il y a un sous-ensemble qui sont celles qui sont réalisables et un sous-ensemble qui ne sont pas réalisables. D'accord? Idéalement, on aurait une troisième condition qui est combinatoirement simple, qui nous aiderait à départager. D'accord? Mais on ne l'a pas. Et on verra que on ne l'aura pas non plus. D'accord? Donc, c'est quand même peut-être pas si mal. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un objet combinatoire qu'on peut saisir et qu'on peut travailler avec. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est se dire, en fait, je ne vais pas travailler avec des configurations de points. Je vais travailler avec des séquences admissibles. Je vais démontrer des théorèmes pour les séquences admissibles. Chaque théorème pour une séquence admissible va me donner un théorème pour les configurations de points et j'ai un peu plus. Et quand même, le langage des séquences admissibles permet de faire des choses dans un sens beaucoup plus simple que le langage peut-être de configuration de points, puisque c'est très difficile de comprendre quelles séquences viennent de configuration de points et quelles séquences ne viennent pas de configuration de points. Donc, je pense qu'un peu la conclusion de ce type de théorème qu'on a de classification combinatoire où on n'arrive pas à trouver quelle est la caractérisation de celles qui sont réalisables, c'est que peut-être c'est pas si grave que ça. En fait, ça suffit si on a un modèle combinatoire qui est assez expressif pour travailler et on travaille avec. Et tant que toutes les cas réalisables sont dans notre modèle, c'est tant mieux, on a des théorèmes qui sont plus généraux. OK. Dans le même article,
Donc ça, c'était dans les années 80. Ils disent, en fait, on a découvert qu'il y a une autre façon de faire cette classification de combinatoire avec cet autre objet qu'on appelle le matroïde orienté. D'accord. C'est moi parler, c'est le matroïde orienté qui était dans le titre. Donc, dans le mot matroïde orienté, il y a le mot matroïde. Les matroïdes, c'est essentiellement un peu le même type de démarche qui a été initié par Whitney, où lui, ce qu'il voulait abstraire de façon combinatoire, c'est les ensembles le sous-ensemble de vecteurs qui sont linéairement indépendants. D'accord? Donc, on prend une collection de vecteurs et on veut comprendre quels sont le sous-ensemble qui sont des indépendants. C'est un sujet très, très important. Ça modélise plein de choses. Ça modélise les forêts dans les graphes. Ça modélise les extensions algébriques. Ça modélise l'indépendance linéaire. Ça parle des arrangements d'hyperplans. C'est quelque chose qui était très populaire, encore maintenant. Et le matroïde orienté, c'est un essai de dire un petit peu plus. Dans un matroïde orienté, on ne veut pas seulement comprendre quels sont les sous-ensembles qui sont linéairement indépendants, mais on veut comprendre quelle est l'orientation. Donc, si on fait le déterminant, hein, on sait qu'il est pas zéro, mais on veut savoir s'il est positif ou négatif. La théorie de matroïde orienté a été essentiellement découverte par 4 personnes ou initiée de façon indépendante par 4 personnes différentes, de ce que j'ai compris, qui avaient en fait des intérêts assez différents, donc, et tous essentiellement en même temps dans les années 70. Leurs publications, je pense que sont tous apparus autour de l'année 75. Donc, il y a un côté Jim Lawrence qui a fait en termes d'arrangement de pseudosphères, John Folkman qui était intéressé à la théorie de polytopes, Robert Blunt qui en fait ce que lui il voulait faire, c'est la programmation linéaire. Et laissez-moi souligner Michel Lasbergnas puisqu'il était un membre de mon équipe, l'équipe combinatoire et optimisation, que lui, sa motivation était la théorie de graphes. D'accord. Tant les matroïdes comme les matroïdes orientés, on peut les voir comme des axiomatiques. D'accord, sont des axiomatiques combinatoires. Je ne vais pas vous donner les détails, ils sont assez simples, mais assez aussi qui expriment ce qu'il faut. D'accord, mais dans les deux cas, elles dépassent le cadre géométrique. C'est-à-dire, de la même façon que les séquences admissibles, ce qu'on fait, c'est on observe quelles propriétés ont les configurations de points, des propriétés qui pourraient nous intéresser, et on se dit, on va appeler un matroïde orienté quelque chose qui vérifie ces propriétés-là. Donc, on sait que toutes les configurations de points vont vérifier ces propriétés-là, mais ce n'est pas forcément que toutes les choses qui vérifient ces propriétés-là sont des configurations de points. En termes de l'information qui contient un matroïde orienté par rapport à une configuration de points, c'est ça, d'accord. On va regarder pour chaque hyperplan dans l'espace, il partitionne les points en 2 morceaux, ceux qui sont au côté négatif et ceux qui sont au côté positif. Et ça me fait une partition entre ceux qui sont négatifs et ceux qui sont positifs. Donc, on garde toutes les possibles partitions. Et cette information-là, c'est une des façons d'approcher le matroïde orienté, en tout cas. Il y a plusieurs axiomatiques. Ce que je viens de vous présenter, ce qu'on appelle les tops, qui ont ces axiomes-là. Si on ne veut pas forcément demander que les hyperplans soient génériques, donc on accepte qu'il y a un hyperplan qui passe sur un point, il n'y a pas de souci. Là, on va faire une partition en 3 ensembles, ceux qui sont négatifs, ceux qui sont positifs, ceux qui sont 0. Et en fait, ça donne exactement la même information combinatoire. Alors peut-être vous le voyez déjà dans ces dessins-là. Si on comprend les séquences admissibles, on sait qu'il y a une permutation qui est d'abord rouge, puis bleu, puis vert, puis bleu, puis violet. D'accord? Donc on sait que quand on fait la permutation, le balayage dans cette direction-là,
il y a un moment donné où on va séparer rouge de bleu, vert et violet. D'accord? Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous connaissez la séquence admissible, vous êtes en train de comprendre le matroïde orienté associé à cette configuration de points. D'accord? Mais ça va que dans un sens parce que, bon, là, par exemple, vous avez deux configurations de points où je vous promets qui ont le même matroïde orienté. Donc, on a exactement le même possible partition par des hyperplans. Mais pourtant, le fait qu'ici, ces deux droites s'intersectent de ce côté-là et ici, ils s'intersectent de l'autre côté, ça fait que le matroïde orienté, le séquence admissible, elle n'est pas la même. D'accord? Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que en fait, c'est très, très, très fortement lié. Une séquence admissible, essentiellement, ce qui serait le matroïde orienté, qui correspond à notre configuration de points où on a rajouté quelques points à l'infini, notamment le point qui correspond à toutes les directions engendrées par une paire de points de ma configuration. Donc, voici l'image duale de qu'est-ce que c'est l'information qui a un matroïde orienté. Donc, c'est partition par des hyperplans. Quand on est dans l'image arrangement de droite, j'ai des droites qui sont orientées, donc qui ont un côté positif et un côté négatif. Et là, chaque cellule de mon arrangement, je regarde est-ce qu'elle est de côté positif ou négatif de chacun des hyperplans. Donc là, il y a la cellule qui est positive du côté positif de tous les hyperplans. Et là, par exemple, je suis côté négatif de rouge, vert, je suis côté positif de violet et bleu. Donc ça, c'est un matroïde orienté. Et en tant que niveau d'expressivité, là, on a vu comment on le fait par un arrangement de droite, mais on peut faire exactement la même opération par un arrangement de ce qu'on appelle de pseudo-droite. D'accord? Donc, imaginez qu'elles sont toutes orientées vers le haut. Donc là, je serai positif de vert, positif de violet, positif de rouge et positif de bleu. Lorsque là, par exemple, je suis du côté négatif de vert et rouge, je suis du côté positif de violet et de bleu. Donc, j'ai encore une collection de signes qui se trouve qui vérifie aussi les axiomes de matroïde orienté. Et en fait, le message qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir d'expressivité de matroïde orienté, c'est ceux de ce qu'on appelle les arrangements de pseudosphères. Dans le plan, c'est les arrangements de pseudo-droite où sont disons de droite topologique avec la condition que chaque paire s'intersecte exactement dans un point où elles se croisent. Donc ça, c'est un arrangement de pseudo-droite. Et encore, on a le même qu'on avait avec les séquences admissibles. Les matroïdes orientées, ils ne capturent pas ce qu'est la réalisabilité. D'accord? Donc ici, j'ai fait un arrangement de pseudo-droite qu'on ne peut pas réaliser avec de vraies droites, puisque le théorème de Pappus nous dit que si on a toutes ces incidences là et là, alors ces trois points doivent être forcément alignés. D'accord? Donc, ce n'est pas possible d'avoir une droite qui va passer pour ces deux points-là et pas pour ce troisième ici. Voilà. Donc, pour conclure, c'est ce qu'on appelle les théorèmes d'universalité. Formellement, ils nous disent que si vous choisissez un ensemble semi-algébrique S, alors on trouvera, disons, un arrangement de pseudo-droite dans l'espace de réalisation. L'espace de réalisation, c'est tous les arrangements de droite qui ont le même matroïde orienté et équivalent dans un sens à cet arrangement, à cet ensemble semi-algébrique. Or, les ensembles semi-algébriques peuvent être très, très, très compliqués. Notamment, c'était très difficile de décider si un ensemble semi-algébrique est vide ou pas. Et ce qui en découle, en tout cas, le message que je veux vous transmettre, c'est que c'est très difficile, algorithmiquement, de décider si, quand on nous donne un arrangement de pseudo-droite comme celui-là, qu'on va nous le donner avec cette information combinatoire, avec le plus et le moins,
c'est très difficile de décider s'il existe de vraies droites qui réalisent ce matroïde orienté. Et la même chose est vraie pour les séquences admissibles. Donc, si on nous donne une collection de permutations qui vérifie toutes les actions qu'il faut, c'est très dur de décider s'il y a bien une configuration de points qui est triée comme ça ou pas. C'est ça ce qu'on appelle le théorème de universalité. Ok, j'ai fait une petite pause pour le séquence admissible. Séquence admissible, c'était quelque chose qui était planaire. Goodman et Pollack nous disent déjà que ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui se passe en dimension plus haute, mais ils ne le feront jamais. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait dire si on veut comprendre les permutations données par des formes linéaires sur un ensemble fini de points qui n'est pas forcément planaire. D'accord? Donc, le côté géométrique, je pense qu'on l'a bien compris. C'est finalement ce qui va se passer, c'est que si notre droite de balayage, sa direction est, il y a ce mur-là, si notre direction est à gauche de cette droite-là, A3 sera avant de A2. Et par contre, si la direction est à droite de ce mur-là, à A2, il arrivera avant que A3. D'accord? Donc, en fait, il y a cet arrangement d'hyperplan qui passe tout par l'origine, dont les vecteurs normaux sont les différences entre les points, qui nous déterminent chaque région si le balayage dans cette direction-là, quelle est sa permutation. Donc, ces ensembles de permutations qu'on obtient dans des configurations de points, c'est finalement quelque chose qu'on peut identifier avec les régions d'un arrangement d'hyperplan. Et en fait, on aura qu'il y a un polytope dont les sommets sont en bijection avec les régions de cet hyperplan d'arrangement et dont les structures de phase reflètent les structures de phase de cet arrangement d'hyperplan. Donc ça, c'est le cas planaire qu'on avait déjà vu. Et là, c'est un exemple en dimension 3 où je n'arrive pas à faire le dessin de l'arrangement d'hyperplan, mais il faut penser que les régions sont en bijection avec le sommet de ces polytopes-là. C'est le polytope qui s'appelle le permutoèdre. Dans ces cas-là, toutes les permutations sont possibles. Donc, on a un sommet par chaque permutation et on a que deux permutations sont voisines si elles sont obtenues l'une de l'autre avec une transposition. Donc là, par exemple, on a 3, 4. L'arrangement d'hyperplan qu'il faut imaginer, c'est quelque chose qui est dual, donc qui va un peu là, un peu comme ça. Je ne sais pas si je vais arriver à le faire. Hop. Exemple. Bon, vous voyez, c'est compliqué, c'est pour cela que je ne l'ai pas fait. Ça fait comme ça, et puis comme ça. Hop. Et voilà, d'accord. Donc, il faut imaginer cet arrangement d'hyperplan qui est dual à ces polytopes. Donc, voici un autre exemple. Je vous montre exactement celui-là. Ça, j'ai pris les vecteurs de la base canonique et ses opposés. Et là, ce qui se passe, c'est que essentiellement, les permutations de balayage sont permutations centralement symétriques. Donc, si le premier point, c'est -2, le dernier sera 2. Et si le deuxième point est -1, l'avant-dernière sera 1, etc. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle le permutoèdre de type B, qui est associé à l'arrangement d'hyperplan de Coxeter qu'on dit de type B. Voilà. D'accord? J'avais préparé encore un autre exemple. C'est si on a en simplex avec un point intérieur, on a ce phénomène qu'on a vu au début où on obtient toutes les permutations où ces points-là et pas ni le premier ni le dernier. D'accord? Donc voici l'ensemble de toutes les permutations où 5 n'est pas ni le premier ni le dernier, qui s'arrange très joliment autour d'un polytope. D'accord. On est toujours dans le cas géométrique. Ça, c'est l'image, disons, polaire,
où on a encore une autre façon d'obtenir ce type d'éventail. D'accord? Là, ce qu'on fera, c'est on a choisi ce point-là qui est le point qui venait de l'infini. Et vous voyez que si selon si ma droite passe à gauche ou à droite de ce point-là, j'aurai une permutation ou une autre. Donc, je récupère cet éventail-là, qui est le même, parce que ça, c'est l'image polaire de l'exemple que j'ai fait tout à l'heure. Comme c'est déjà assez tard, je ne vais pas donner beaucoup de détails. Cet arrangement d'ordre valide, il a d'abord été étudié par Edelman en dimension haute. Et ce que lui il a montré, c'est une borne supérieure pour le nombre de permutations de balayage de n points d'un RD. D'accord? Et vous voyez, des choses intéressantes là, c'est que en fait, cette borne-là, on l'obtient en fait, peu importe quelle est notre configuration tant qu'elle est assez générique. Donc, dans ce dessin-là, si on changeait le point P par n'importe quel point, sauf dans des positions dégénérées, on obtiendrait bien ce nombre maximal. Je vous explique tout simplement la façon, ce qui est l'idée sous-jacente de ce type de preuve. Qui est fortement lié à l'exemple qu'on a fait au début du nombre de régions d'un arrangement de droite générique. Donc, dans l'exemple tout au début, on a dit, on fait le balayage, on a c'est n plus 1 plus 2 parmi n, et ça ne dépend pas des cellules, ça dépend des patrons d'intersection, d'accord? Et ces patrons d'intersection dans un arrangement d'hyperplan viennent donner par ce qu'on appelle le treillis de plat. D'accord? Donc, imaginez un arrangement d'hyperplan comme celui-là. Et ce qu'on va regarder, c'est toutes les possibles intersections d'hyperplans. D'accord? Donc là, il y a soit on en prend aucun, donc on a tout, soit on en prend un. Soit on regarde l'intersection de deux, donc cette droite verticale ici, c'est l'intersection de l'hyperplan orange et l'hyperplan vert. Et ça me fait un ensemble partiellement ordonné par inclusion, et c'est le treillis de plat de l'arrangement d'hyperplan. Ça, c'est combinatoirement équivalent à le matroïde dont je n'ai pas, disons, pas orienté associé cet arrangement d'hyperplan. D'accord? Ça, c'est exactement la même information que le matroïde pas orienté associé cet arrangement en hyperplan. Est-ce que c'est un théorème qui ont trouvé Zaslavski, le même qu'on a vu dans Goodman et Pollack, et encore Las dans le même de mon équipe, c'est que si on a un arrangement d'hyperplan, alors le nombre de régions ne dépend pas de les structures combinatoires de l'arrangement, elle dépend que de cette structure, disons, non orientée, qui est le treillis de plat, le treillis d'intersection. Notamment, on fait l'évaluation de ce qu'on appelle le polynôme chromatique à -1, et ça nous donne le nombre de régions de l'arrangement d'hyperplan. Dans le cas particulier des arrangements d'ordre valide, ce qui se passe, c'est que l'arrangement d'ordre valide, le treillis de plat de l'arrangement d'ordre valide ne dépend pas de notre arrangement, mais que tout simplement de le treillis de plat de l'arrangement sous-jacent. Ça aussi, c'est très surprenant que, en fait, peu importe où on va placer notre point P, même peu importe dans quelle cellule on le place, tant qu'on le fait dans une position assez générique, on a toujours le même treillis de plat. Donc, en fait, ce qu'ils font Stanley et Edelman, c'est ces treillis de plat ne dépendent pas de la configuration qu'on a pris. Donc, on peut calculer son polynôme chromatique, et en calculant son polynôme chromatique, on peut calculer le nombre de régions, et le nombre de régions sera le nombre de permutations qu'on a de balayage. Ça, je veux le passer super vite. C'est comment on fait pour
réaliser ces polytopes que je vous ai montrés, on le fait avec l'opération qui est la somme de Minkowski. Donc, c'est la somme de Minkowski de A et B. C'est tout simplement la somme de A plus B avec A dans A et B dans B. Et si ça, A et B sont des ensembles, si on fait une somme de Minkowski de segments, on obtient un type de polytope qu'on appelle des zonotopes. Donc ça, c'est un zonotope, c'est la somme de Minkowski de ces trois segments. Et pour avoir nos polytopes d'ordre valide, c'est ce qu'on fait, c'est on prend notre configuration de points, on prend tous les segments entre 2 points de notre configuration, on fait la somme de Minkowski et on obtient un polytope qui a cette propriété que chaque sommet se correspond à une permutation de balayage de notre configuration originale. Je vais vous expliquer une autre façon beaucoup plus obscure de construire ces polytopes-là. D'accord? Ça, c'est une construction très directe. C'est pas difficile à voir pourquoi cette construction-là, elle marche. Celle-là est beaucoup plus obscure, mais du coup, ça nous fait de liens avec des choses intéressantes aussi. Donc, on revient à ces problèmes de la programmation linéaire. Donc, on va fixer un polytope et une fonction linéaire et on va regarder tous les schémas monotones. D'accord? Donc, ce sont des schémas dans le graphe de notre polytope où la valeur de la fonction objective est en train de croître. C'est ce qu'on appelle un schéma monotone. Et il y a un type qui est spécialement intéressant, c'est ce qu'on appelle le schéma paramétrique, qui vient d'un algorithme de simplex particulier, qui est ce qu'on appelle le Shadow Vertex Simplex Algorithm, qui a été inventé par Gaz et Satie. Je ne sais pas si ça, c'est quelque chose qui s'utilise en pratique dans des cas réels. Ce que je sais, c'est que c'est quelque chose qui est très pratique d'un point de vue théorique. Donc, pas mal de choses en programmation linéaire peuvent se montrer avec ce type de chemin, notamment des résultats par rapport à la complexité moyenne de l'algorithme de simplex. Il se montre avec ce type de méthode. D'accord? Donc, en schéma monotone paramétrique, c'est un schéma qu'on obtient comme suit. On prend notre polytope, on le projette sur le plan, d'accord? Et on va suivre le schéma dans l'ombre, ici à l'ombre. Et le bord de l'ombre, ça vient d'un schéma qui était sur le polytope qu'on appelle le schéma en schéma de monotone paramétrique. D'accord? Pilar et Stonfels ont montré que si on nous donne un polytope, une forme linéaire, alors il existe un autre polytope de dimension plus petite dont les sommets sont en bisection avec ces schémas paramétriques, schémas monotones paramétriques. Donc, notamment, là, on aurait, bon, celui-là, oui, on aurait que ça, c'est un sommet. Vous voyez que quand on fait l'ombre, on aurait pu faire quelque chose un peu dégénéré dans le sens que toute cette phase-là devient une phase de l'ombre. Et c'est ce qu'on nous donne, ce qu'on appelle une cellular string qui est cohérent. Donc voilà. Donc, et en fait, ça, c'est en train de nous donner les faces qui ne sont pas les sommets de ces polytopes qu'on appelle le monotone path polytope. Et ça se trouve que les polytopes, ces polytopes d'ordre que je vous ai donné, le polytope de balayage, on peut le construire comme de monotone path polytopes. Voici un peu ce qui va se passer, c'est que ça sont les segments qui engendrent un zonotope et on va colorier chaque segment par rapport à un point différent. Donc, on aura des familles d'arêtes qui sont parallèles. Et puis, quand on fait un chemin monotone, on va regarder dans quel ordre on a utilisé chacune des arêtes. Donc là, par exemple, ce chemin monotone, j'ai fait une arête verte, puis une arête rouge, puis une arête violette, puis une arête bleue. Et ça correspond à la permutation vert, rouge, violet, bleu, qui devrait être, voilà, là. D'accord? Donc ça,
c'est le monotone path polytope de ces ionotopes-là, qui en fait est un polytope de balayage d'une configuration de points. À l'occurrence, c'est d'un carré qui est bien carré, donc avec les côtés parallèles. OK. Donc, voici le seul transparent où je parle de sweep oriented matrix. C'est que nous, ce qu'on a fait, c'est on a donné une caractérisation combinatoire qui est plus large de ce qui est réalisable par des configurations de points, de ce qui devraient être les ensembles de permutations qui qui sont des ensembles de permutations de balayage d'une configuration de points en dimension haute. On a deux façons d'approcher ça. On a une caractérisation en termes de certains graphes de permutation qui rappellent beaucoup cette définition de Goodman et Pollack dans le plan. Et on a quelques conditions qui est nécessaire et suffisante pour que ce graphe-là représente un matroïde orienté. Et quand on a ces conditions-là, on dit que c'est un matroïde orienté de balayage. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est si c'est toujours le cas qu'un graphe admissible vérifie ces propriétés-là. D'accord? Donc, pour l'instant, on n'a pas d'exemple de graphe qui ne vient pas de matroïde orienté. Par contre, on a pas mal d'exemples de choses qui ne viennent pas de quelque chose qui est réalisable, donc qui ne vient pas d'une configuration de points. Et pour finir, donc j'ai parlé très vite j'ai parlé beaucoup de séquences admissibles, puis pas assez vite des arrangements d'hyperplans d'ordre valide. Et il me reste ces problèmes de Bawez généralisés. D'accord. Quand on a ces exemples-là, on a dit que le schéma paramétrique, le schéma monotone paramétrique, ça donnait des permutations qui venaient de balayage. Donc là, c'est un schéma paramétrique qui correspond à l'ordre violet, vert, bleu, rouge, qui correspond à, dans cette image-là, cette droite verticale. Il y a d'autres schémas monotones qui sont pas paramétriques, donc qui ne sont pas suivis par l'algorithme de simplex paramétrique, mais qui sont quand même des schémas monotones. Et ça, c'est cette interprétation ici qu'on a une collection d'hyperplans qui fait quand même un balayage, mais on a le droit de changer un peu la direction tant qu'on ne perd pas de points qu'on a déjà vus. D'accord? Donc là, on a le droit de faire ça parce qu'on ne va pas perdre le point vert. Et là, on fait ici parce que le point vert et le point rouge, ils vont toujours rester à gauche. Et c'est ce qu'on appelle un pseudo-balayage. Ça correspond à quelque chose qu'on peut voir ici, qui a l'avantage qu'on peut le faire sur n'importe quel arrangement de pseudo-droite, pas forcément réalisable, parce qu'on n'a pas besoin de définir qu'est-ce que c'est une droite. D'accord? Et le théorème final, que ça ne dit pas grand-chose, c'est ici à gauche, ça représente tous les possibles pseudo-balayages de cette configuration qui est ici, qui est un carré. D'accord? Ce sont tous les possibles pseudo-balayages de cette configuration. Il y a une façon de le doter d'une structure topologique qu'on voit dans ce dessin-là, qui est, ça c'est plus le bord d'un polytope et c'est plus quelque chose qui ressemble au bord d'un polytope, c'est même pas pur, d'accord? Là, il y a des cellules de dimension 2, des cellules de dimension 1. Et pourtant, ce qu'on a, c'est que ce qui sont de balayage, avec notre définition de balayage, c'est quelque chose qui se trouve ici dedans et qui est en rétracte de déformation de cet ensemble de pseudo-balayage. D'accord? Et ça, c'est un cas particulier combinatoire de toute une théorie qui s'appelle, ce qui est lié à ces problèmes de Bawez généralisés, qui a été, bon, c'était une question de Bawez qui a été généralisée par Villela, Kaplanov et Sturmfels. Et dans ce cadre-là, dans le cas réalisable, ça nous demande si l'ensemble de schémas monotones est si on prend tout, si
le bord de polytope de chemin monotone et en rétracte de l'ensemble de chemins monotones. Voilà. Et nous, on le fait dans le cas combinatoire. Donc, en général, l'épreuve de E, ça utilise la géométrie de ces polytopes de chemin monotone, qui c'est un cas particulier de ce qu'on appelle le polytope de fibre. Mais nous, on n'en a pas parce qu'on est dans un cadre complètement combinatoire. Nous, on travaille avec quelque chose qui ressemble à ça et on peut quand même montrer le même résultat. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Arnaud, pour ta très, très jolie présentation, très riche. Hein. Donc, y a-t-il des questions dans la salle? Alors, je suis un peu novice là pour voir si quelqu'un pose une question. Donc, n'hésitez pas. Hein. Je ne vous vois pas. Attendez, personne ne lève la main. Donc, une question que je me posais, c'était de savoir, c'est plus facile en dimension supérieure ou on a l'impression que la dimension 2 est quand même assez rigide, non? Ah non, non, c'est au moins si rigide en dimension plus haute. Ah oui. En général, les réponses, c'est plus facile en dimension basse. Ici, ce qui se passe, c'est que déjà en dimension basse, c'est difficile. Oui. Et en dimension plus haute, il y a beaucoup plus de choses intéressantes, disons, qui pourraient arriver. Mais du coup, tu as plus de liberté aussi non, dans les opérations ou, bon, ça change un peu le cadre puisque du coup, on a le droit de faire des opérations qui augmentent et réduisent la dimension. oui. Donc, ça élargit vachement le champ d'opération. Donc, d'un côté, on a beaucoup plus de liberté. Mais non, ce n'est pas forcément plus facile. En tout cas, ces résultats, disons, de complexité algorithmique, ils sont tous valables en dimension plus haute. L'épreuve, ça se transporte direct. Et est-ce que tu as des conjectures, il y a des conjectures dans le sujet où on pense, voilà, on a compris comment passer des graphes admissibles à ceux qui sont… L'article est sorti sur Archive ce matin. Du coup, disons, nous, on a pas mal de conjectures, mais il n'y a pas eu le temps d'avoir grand-chose. Donc, notamment, une question qui on se pose, nous, ce qu'on a maintenant, c'est voilà, la définition de graphe admissible, c'est un peu ce qui devrait être. Donc, on demande d'avoir des permutations qui sont voisines telles que dans des séquences admissibles. Donc, on cherche, il y a une condition de symétrie. Donc là, on a 2, 4, 3, 5, 1. Ça fait qu'ici, on a 1, 5, 3, 4, 2. Donc, il faut qu'il y ait tous les symétriques, puisque quand on fait une permutation, on peut balayer dans l'ordre inverse. Et on a une condition de connexité qui est qu'on peut aller de n'importe quelle permutation à n'importe quelle autre en suivant une séquence admissible à la Goodman et Pollack. Ça, c'est essentiellement toute la condition qu'on a. Mais pour être sûr d'avoir cette structure de matroïde orientée qui nous donne, par exemple, les structures topologiques et pas mal de choses, on a besoin de conditions supplémentaires qui sont un peu plus lourdes de décrire. Et ce qu'on ne sait pas, c'est si ce sont des conditions qui sont vraiment nécessaires dans le cas, c'est nécessaire pour être un matroïde orienté, mais ça se pourrait que tous les graphes admissibles ont ces propriétés-là. D'accord, oui. Et donc, ce qu'on ne sait pas, c'est s'il y a vraiment une claire séparation. Donc, il y a une inclusion entre matroïde orienté de balayage et graphe admissible, mais on ne sait pas s'ils sont le même ensemble ou pas. Ouais. Et la conjecture, c'est que… il n'y a pas de conjecture. Il n'y a pas de conjecture. Bon, ça dépend du jour. On est à penser un peu. Il y avait des jours où on a essayé de montrer, on n'a pas réussi. Et donc, on a essayé de trouver des contre-exemples. On n'a pas réussi non plus. Ceci dit, alors, des choses intéressantes, c'est que là, par exemple, ça nous permet de faire, dans le moment où on a un modèle combinatoire, on peut faire le dénombrement exhaustif avec l'ordinateur. Donc, on peut essayer des choses comme ça, sauf que les nombres avec lesquels on travaille sont énormes. Donc, on travaille avec des permutations, donc très vite, tu as des factoriels, donc les objets sont énormes. Donc, tout ce qu'on a fait, c'était un peu naïf et avec nos algorithmes naïfs, on n'arrivait pas très loin.
Oui. Donc, je pense que ça peut-être, on peut trouver un contre-exemple computationnellement, mais peut-être du moment où il n'est pas super petit, bon, il faut réfléchir un peu avant de s'y lancer. D'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas de questions? Pas de questions? Ben, on te remercie de nouveau pour ce très bel exposé. On a appris beaucoup de choses nouvelles, enfin en tout cas pour moi. Donc, et c'est tout un domaine des mathématiques que je découvre. Donc, ben, merci pour ton exposé et à bientôt alors. Merci beaucoup. Ouais. Au revoir tout le monde et donc à la semaine prochaine, si vous le voulez bien.